La meilleure amie de mon mari m'a un jour balancé qu'il n'était avec moi que parce qu'elle était déjà mariée, alors j'ai décidé de lui ouvrir les yeux et de lui montrer pourquoi c'est moi qui l'a choisi pour partager sa vie. Tout a commencé le soir de notre anniversaire de mariage. Lily, la fameuse meilleure amie, m'a attrapée à l'écart alors que tout le monde profitait de la fête, et le temps d'une conversation, elle a réussi à fissurer notre couple. Elle avait un peu trop forcé sur le champagne, était de plus en plus envahissante avec Jomar, mon mari, riant aux éclats à des blagues privées dont j'étais soigneusement exclue, alors que je m'épuisais à jouer les hôtesses pour nos 40 invités venus fêter nos 7 ans de mariage. Quand j'ai enfin réussi à m'éclipser dans la cuisine, elle ne m'a pas lâchée, s'adossant au plan de travail, l'air faussement malicieux. « Tu sais que t'étais pas son premier choix, hein ?» m'a-t-elle lancé en faisant virevolter son verre. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a eu un rire méprisant, sans réelle méchanceté mais teinté de supériorité. « Jomar m'a demandé en mariage avant toi, il y a 8 ans. On a vécu ensemble toute la fac, puis encore 2 ans après. Il avait tout préparé, la demande au jardin botanique, mes fleurs préférées. J'ai refusé parce que j'étais déjà fiancée à Bradley. Il ne savait rien pour Bradley. On vivait à distance et je préférais garder Jomar sous le coude, au cas où. Nouvelle gorgée, puis elle a continué. Il était anéanti, il a pleuré des semaines. 3 mois plus tard, il t'a rencontré à une conférence et il t'a épousé presque dans la foulée, à peine 1 an après. Il avait juste besoin de quelqu'un, de n'importe qui, pour se prouver qu'on pouvait le choisir. Tu étais là, disponible, enthousiaste, point barre. Je suis restée plantée là, les bras chargés d'assiettes sales, pendant qu'elle m'expliquait sans gêne comment elle avait gardé Jomar dans son orbite toutes ces années, parce qu'elle adorait sentir qu'il voulait toujours ce qui lui échappait. Qu'elle s'amusait à le tester avec des pics ou des gestes équivoques, guettant son regard à l'autre bout de la pièce. Bradley et moi, c'est fini depuis l'an dernier, a-t-elle enchaîné. Jomar est au courant. Il agit bizarrement avec moi depuis. Il doit se demander s'il n'a pas fait une erreur. Elle m'a tapoté l'épaule comme pour clore la discussion avant de regagner la fête. Les 15 jours suivants, j'ai vu chaque détail sous un autre angle. Jomar ne pouvait pas détacher ses yeux de Lily dès qu'elle débarquait. Il s'envoyait bien plus de messages qu'il ne m'en écrivait à moi. Il gardait même une vieille boîte pleine de photos de leur époque fac dans un tiroir. La fois où j'ai proposé qu'on prenne un peu de distance avec Lily, il s'est braqué, me traitant de jalouse, m'accusant de vouloir tout contrôler, répétant qu'elle faisait partie de la famille et que je devais m'y faire. Un point, c'est tout. Très bien. J'ai commencé à rentrer plus tard du boulot, arrêter de préparer ses plats préférés, cesser de lui demander comment s'était passée sa journée. Au bout d'1 mois, il n'avait même rien remarqué. Quand il a fini par me demander si tout allait bien, j'ai juste prétexté un projet prenant, et il avait l'air soulagé de ne pas avoir à creuser davantage. 2 mois de cette routine, puis Lily a débarqué chez nous encore plus souvent. Dîner du dimanche, soirée film improvisée, elle se calait entre nous sur le canapé ou venait cuisiner en mini-short et avec l'ancien sweat de Jomar. Je n'ai rien dit. 3 mois après notre fameuse fête, je suis rentrée un soir plus tôt que prévu suite à une réunion annulée, leurs 2 voitures garées devant la maison. Je me suis glissée discrètement à l'intérieur et les ai trouvés dans le salon, assis par terre, épaules frôlées, penchés sur des albums de photos de fac. « Tu te souviens de ça ?» disait Lily. « Et cette nuit-là, tu croyais toi aussi qu'on finirait ensemble ?» Jomar souriait comme je ne l'avais pas vu sourire depuis des années. Il avait l'air heureux, vivant. Puis Lily a lâché. « J'ai fait une erreur avec Bradley, tu le sais, non ?» Jomar n'a rien dit, hypnotisé par les photos. C'est là que je me suis montrée. Ils se sont redressés d'un coup, l'air coupable comme des gosses pris sur le fait. J'ai marmonné que j'avais oublié des dossiers et je suis partie à mon bureau. 20 minutes plus tard, Jomar frappait à la porte. « Ce n'est pas ce que tu crois », a-t-il tenté. On évoquait juste le passé, rien de plus. J'ai hoché la tête sans quitter l'écran des yeux. « Lily ne va pas bien depuis son divorce », a-t-il ajouté. « Elle a besoin d'amis. » J'ai répondu « Ok » et je me suis immergée dans mon ordinateur. Il était resté planté là, puis il était ressorti. Le lendemain, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai contacté Bradley, l'ex de Lily. Je l'ai retrouvé sur LinkedIn et lui ai envoyé un message un peu sec expliquant qu'il fallait qu'on parle de Lily et Jomar. Il m'a rappelé dans l'heure. Ce qu'il m'a raconté m'a laissé sans voix. Contrairement à tout ce que Lily racontait, ce n'est pas Jomar qui la poursuivait, mais l'inverse. Ils étaient sortis ensemble 6 mois à la fac. Rien de bien sérieux, et c'est Jomar qui avait mis les points sur les i en rompant pour quelqu'un d'autre. Après la séparation, Lily avait complètement perdu pied, le suppliait de revenir, sanglotait sur le palier, menaçait de se faire du mal s'il la rejetait encore. Les vigiles du campus avaient dû intervenir, et Jomar avait même fini par déménager pour lui échapper. Quant à Bradley, il avait choisi le divorce parce que Lily n'avait jamais cessé d'harceler Jomar sur Internet. Elle avait un dossier rempli de photos de notre couple récupérées sur les réseaux et elle peaufinait son plan pour tout faire exploser dès qu'elle avait appris nos fiançailles. « Elle ne va vraiment pas bien », a soupiré Bradley. « J'ai tout essayé pour l'aider, mais rien n'y fait. Méfie-toi. »
Je suis restée assise, figée au volant de ma voiture après cet appel, les phalanges blanchies, submergées. Tout ce que Lily avait déballé ce soir-là n'était qu'un tissu de mensonges. Mais ce que je venais de découvrir était encore plus glaçant. Cela voulait dire que Jomar avait été naïf ou complice pendant toutes ces années. Impossible de rentrer. Je n'arrivais pas à faire face, pas en sachant qu'il avait laissé une harceleuse s'immiscer dans notre quotidien pendant 7 ans. J'ai démarré, roulé jusqu'à chez ma sœur Nathalie à l'autre bout de la ville, le cerveau en boucle sur la litanie de révélations de Bradley, les photos, les carnets, les menaces. Nathalie, en m'ouvrant avant même que je sonne, a compris en voyant ma tête. Elle m'a serré dans ses bras et je lui ai tout raconté. L'obsession de Lily, ses manigances, le vrai motif du divorce, et comment même à la fac, il avait fallu l'intervention des agents de sécurité pour qu'elle lâche prise. Au fur et à mesure que je parlais, son visage est devenu de plus en plus fermé, puis franchement furieux. Elle a lancé un appel à son mari, Dylan, pour qu'il descende. Dylan travaille à la filature, il s'est joint à nous à la table de la cuisine pendant que je racontais tout, du début à la fin. Il écoutait avec la plus grande attention, prenait des notes, me posait des questions très précises sur les dates et les faits. Il a pris soin de m'expliquer comment fonctionnent les harceleurs, à quel point ils se construisent des histoires invraisemblables, incapables de distinguer la frontière entre leurs fantasmes et la réalité. Il estimait que, pour être aussi obsédée encore aujourd'hui, Lily était totalement prisonnière de son délire. Selon lui, elle ne s'arrêterait pas sans aide professionnelle, voire sans intervention judiciaire. Dylan a ouvert son ordinateur et m'a aidé à reconstituer dans les moindres détails la chronologie de chaque interaction entre Jomar et Lily, depuis le début de nos 7 années de mariage. Nous sommes d'abord remontés à nos fiançailles et au moment soudain où Lily était réapparue dans la vie de Jomar après des années de silence. En noircissant le papier de dates et de souvenirs, je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas que je prenais auparavant pour de simples marques d'amitié, mais qui étaient bel et bien des petits stratagèmes pour garder un droit d'accès à mon mari. Ces fameux dîners du dimanche, qui de façon insidieuse étaient devenus hebdomadaires, les messages envoyés chaque jour à la même heure, son habitude de se glisser dans d'anciens vêtements de Jomar lors de ses passages chez nous, ou encore ces photos publiées sur les réseaux sociaux où il y avait systématiquement Jomar ou un bout de notre maison en arrière-plan. Dylan a souligné la façon dont elle s'était incrustée à chaque événement important de notre couple, prenant constamment la place de numéro 2 dans la vie de Jomar, juste derrière moi. Quand nous avons eu fini, il était déjà presque minuit. Je suis finalement repartie. Jomar m'attendait dans le salon, téléphone à la main. Il avait l'air préoccupé et m'a directement demandé où j'étais passée, inquiet parce que je n'avais pas répondu à ses messages. Je me suis installée face à lui et je lui ai dit que j'avais discuté avec Bradley. Je lui ai demandé sans détour s'il savait que Lily l'avait harcelé à la fac. Son teint a immédiatement blêmi d'une manière qui ne trompait pas. Jomar est resté silencieux, longuement, avant d'admettre qu'après leur rupture à l'université, Lily avait mal vécu les choses. Elle était venue chez lui à plusieurs reprises, mais d'après lui, elle s'était relevée et avait tourné la page. Quand j'ai pointé le fait qu'elle n'avait cessé de s'immiscer dans notre vie depuis 7 ans, il s'est tendu, m'accusant d'en faire trop, de croire les mensonges de Bradley parce qu'il était aigri après leur divorce, que Lily était simplement une amie fidèle. J'ai alors sorti la chronologie préparée avec Dylan et je l'ai déroulée sur la table basse. Je lui ai montré chaque arrivée à l'improviste de Lily, chaque fois où elle enfilait ses vêtements d'étudiant, chaque occasion où elle se forçait une place entre nous, sur le canapé ou lors des soirées. Jomar est resté de longues minutes à fixer les papiers, repassant chaque date, chaque événement du doigt. Finalement, il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, une réaction qui m'a désarmée, car je m'attendais à ce qu'il s'indigne et cherche à me protéger. J'aurais voulu qu'il prenne les choses en main, qu'il téléphone aussitôt à Lily pour lui demander d'arrêter, qu'il s'excuse auprès de moi de ne pas avoir vu les choses plus tôt. Au lieu de ça, il restait assis, complètement absorbé, les yeux perdus face à ces preuves qui, pour lui, semblaient incompréhensibles. Je suis partie me coucher seule, pendant qu'il restait sur le canapé. Le lendemain matin, avant que Jomar ne se réveille, j'ai rappelé Bradley. Je lui ai demandé s'il avait gardé des preuves du harcèlement de Lily, celle qui avait provoqué leur divorce. Bradley m'a assuré avoir tout conservé sur les conseils de son avocat, prêt à me les transmettre si cela pouvait m'aider à protéger Jomar et moi-même de Lily. Il a promis de m'envoyer le tout dans l'heure par mail. Je suis restée devant mon écran, le cœur battant, à actualiser frénétiquement ma boîte de réception jusqu'à ce que son message arrive enfin. Le dossier contenait des captures d'écran de l'obsession de Lily pour Jomar sur les réseaux sociaux, et ce, depuis des années, bien avant même que Bradley ne s'en doute. Il y avait des photos récoltées auprès d'amis, toutes soigneusement enregistrées et classées, un journal où elle notait la moindre habitude de Jomar, l'heure à laquelle il partait, son café habituel, la salle de sport où il allait. Lire ces notes m'a donné la chair de poule. Elle écrivait à propos de lui comme s'ils étaient en couple, alors qu'elle était mariée à Bradley.
Elle décrivait des conversations imaginaires, élaborait des projets pour leur avenir, expliquant qu'il suffisait juste d'attendre le bon moment pour convaincre Jomar qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ce soir-là, j'ai tout montré à Jomar. Je guettais la moindre réaction sur son visage pendant qu'il parcourait les extraits du journal de Lily à son sujet. Je voyais bien qu'il n'était pas bien. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il feuilletait page après page ses preuves d'obsession maladive. Mais il a tenté de relativiser, disant que beaucoup de gens s'épanchent dans leur journal intime et écrivent des choses sans importance, juste pour se décharger. Je l'ai regardé, sidéré, et lui ai demandé s'il croyait vraiment qu'une femme, mariée, pouvait tenir à jour le moindre mouvement quotidien d'un autre homme, rêver d'une vie imaginaire avec lui, sans que ce soit inquiétant. J'ai fermé l'ordinateur et je lui ai dit, très clairement, qu'il devait couper tout contact avec Lily immédiatement. Plus de messages, plus d'appels, plus de passages. Il a voulu protester, mal à l'aise, arguant qu'on ne pouvait pas tirer un trait du jour au lendemain sur une amie d'aussi longue date, que ce serait injuste de l'écarter sans explication, alors qu'elle traversait une mauvaise période avec son divorce. Entendre qu'il continuait encore et toujours à la défendre, malgré toutes les preuves qu'il venait de lire, m'a serré le cœur. Je lui ai demandé s'il comprenait maintenant que son amie était en réalité une harceleuse, décidée à détruire notre couple depuis des années. Il s'est de nouveau braqué, m'accusant d'exagérer, répétant que Bradley avait sans doute grossi les choses à cause de sa rancœur, que Lily avait juste besoin de limites, pas d'être totalement rejetée. Je me suis levée, et je lui ai répondu qu'à l'instant, son devoir était avant tout de soutenir sa femme, pas de ménager les sentiments de sa harceleuse. Il m'a renvoyée à mes propres peurs, m'accusant de vouloir le contrôler, d'être affreusement jalouse, comme il l'avait toujours craint. C'est là que j'ai vraiment perdu mon calme. J'ai pointé l'ordinateur du doigt et demandé s'il avait vraiment pris le temps de lire la partie où elle explique attendre le bon moment pour lui prouver qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Il m'a répondu qu'elle avait écrit ça alors qu'elle était encore mariée avec quelqu'un d'autre, donc évidemment elle ne le pensait pas réellement. Je l'ai regardé, sidéré, essayant de comprendre comment il pouvait être aussi aveugle ou s'obstiner à ne pas voir ce qui sautait aux yeux. On s'est disputé pendant 2 heures, tournant en rond, lui enchaînant les excuses, moi lui opposant des faits auxquels il ne pouvait pas répliquer mais qu'il cherchait pourtant à minimiser. Il répétait que Lily était inoffensive, simplement perdue, qu'elle traversait une mauvaise passe. Je répétais qu'elle était dangereuse, obsédée, qu'elle nous manipulait depuis 7 ans sans relâche. En fin de compte, vers minuit, il m'a annoncé qu'il avait besoin de réfléchir et qu'il irait dormir dans la chambre d'amis. Je l'ai observé prendre un oreiller et s'éloigner dans le couloir. Je suis restée seule dans notre lit, le regard fixé au plafond, à me demander si notre mariage avait seulement existé ou si je n'avais été qu'un pion dans le grand plan de Lily pour récupérer Jomar. Autant dire que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, Jomar est parti travailler à l'aube sans m'adresser un mot. Vers 9 heures, quand j'étais sûre qu'elle était disponible, j'ai appelé Caroline. Elle est thérapeute, mais je l'appelais en amie, pas pour une consultation. J'avais juste besoin de quelqu'un pour me dire si je devenais folle. Caroline m'a écoutée pendant que je lui racontais tout, de l'anniversaire jusqu'à ce que Bradley m'avait révélé, en passant par le refus de Jomar de couper les ponts. Elle est restée silencieuse un instant quand j'ai terminé, puis m'a rassurée sur le fait que je n'inventais rien. Selon elle, la réaction défensive de Jomar était déjà très révélatrice. Il faisait passer les sentiments de son harceleuse avant ma sécurité et la préservation de notre couple. Elle m'a expliqué qu'il fallait avant tout que je me protège, même s'il refusait de le faire. J'ai éclaté en sanglots, soulagée d'entendre enfin quelqu'un valider mon ressenti. Son conseil, c'était de tout garder en mémoire à partir de maintenant. Les messages de Lily, chaque discussion avec Jomar, chaque incident, le moindre détail. Elle m'a aussi suggéré de prendre contact avec un avocat, pas nécessairement parce que j'envisageais le divorce, mais pour comprendre mes droits dans le cas où Jomar continuerait à privilégier Lily au détriment de mon bien-être. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, me sentant à la fois un peu moins folle et bien plus inquiète pour la suite. Jomar est revenu ce soir-là et on s'est à peine parlé. Il s'est préparé à manger pendant que je travaillais sur mon ordinateur et on évoluait à quelques mètres l'un de l'autre comme 2 inconnus. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à ça, une distance glaciale, chacun dormant de son côté. Puis, jeudi matin, j'ai reçu un message de Lily me demandant si tout allait bien, parce qu'elle trouvait Jomar distant ces derniers jours. Je l'ai relu plusieurs fois, stupéfaite qu'elle ait remarqué le changement en l'espace de 2 jours à peine. Elle observait tout de tellement près qu'elle repérait la moindre variation, que ce soit dans le ton, dans la rapidité des réponses. Tout ce que Bradley m'avait dit sur sa manie maladive de surveiller les habitudes de Jomar se trouvait résumé dans un simple texto. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai aussitôt ajouté au dossier que Dylan m'avait aidé à constituer. Le soir, quand Jomar est rentré, je lui ai montré le message de Lily sur mon téléphone. Je lui ai demandé s'il trouvait normal qu'une amie s'inquiète et commente 2 jours de comportement un peu différents. Il a paru gêné en lisant le message.
Il a admis que Lily semblait vraiment traquer la moindre variation. Mais il a aussitôt ajouté qu'elle devait juste s'inquiéter pour lui, comme ils se parlaient tous les jours, et que sa soudaine distance avait pu l'alarmer. Rien de plus normal entre amis selon lui. Je lui ai alors demandé quel genre d'amis se permettait de tout surveiller avec une telle obsession. Il m'a répété qu'elle était inoffensive, qu'elle avait juste besoin de limites plus claires, comme il l'avait toujours dit. J'ai alors reposé mon téléphone, et je lui ai annoncé que je partais passer quelques jours chez Nathalie. Il a blâmé immédiatement. Il m'a supplié de rester, répétant qu'on pouvait arranger les choses, qu'il allait parler à Lily pour fixer ses fameuses limites. Je lui ai expliqué que le fait qu'il prenne systématiquement sa défense revenait à la choisir, elle, et pas moi, et qu'avant qu'il en prenne conscience, j'avais besoin de recul pour réfléchir à notre couple. J'ai fait ma valise et il m'a suivi partout dans l'appartement, cherchant à me convaincre de rester. Mais je suis quand même partie. Chez Nathalie, j'ai retrouvé un sentiment de sécurité que je n'avais plus chez moi. Elle m'a préparé la chambre d'amis sans rien me demander, comprenant que je n'étais pas prête à parler. Quand Dylan est rentré du travail et m'a vue assise à la table, l'air absent, il s'est installé en face de moi et m'a proposé de vérifier les antécédents de Lily. Grâce à son entreprise, il avait accès à certaines bases de données et pouvait voir s'il existait des incidents préoccupants à son sujet. Même si fouiller ainsi dans ma propre vie me mettait mal à l'aise, j'ai accepté. Il fallait que je sache à qui j'avais affaire. Dylan a passé 1 heure sur son ordinateur pendant que Nathalie et moi faisions semblant de suivre un film. Lorsqu'il m'a appelé, son visage disait tout. Il m'a montré ce qu'il avait trouvé. 3 ans plus tôt, Lily avait été licenciée d'un poste. La lettre évoquait une obsession déplacée et son incapacité à respecter les limites professionnelles avec un collègue masculin. Aucune plainte n'avait été officiellement déposée, mais les ressources humaines avaient noté plusieurs incidents où Lily s'était présentée au bureau sans y être invitée, lui envoyait des textos à toute heure et mettait ses collègues mal à l'aise par son insistance. Dylan a tout imprimé pour moi. J'ai relu les pages, retrouvant exactement les schémas décrits par Bradley, les mêmes qui tournaient en boucle dans mon propre mariage, cette fois confirmés par un tiers, sans aucun intérêt à mentir. J'ai pris en photo la documentation RH et je l'ai envoyée à Jomar dans la soirée, sans un mot de plus. Il m'a appelé immédiatement et je n'ai pas décroché. Il m'a écrit qu'il fallait absolument qu'on discute. Je lui ai répondu qu'il n'avait qu'à lire les documents et que nous parlerions quand il serait enfin prêt à accepter la réalité. Il ne pouvait plus balayer tout ça d'un simple geste, comme il l'avait fait avec les avertissements de Bradley ou mes propres inquiétudes. Ce n'était plus ma parole, guidée par la jalousie, ni celle de Bradley, motivée par la rancune. Cette fois, c'était l'employeur de Lily qui, noir sur blanc, décrivait son comportement obsessionnel envers un autre homme il y a 3 ans. La preuve que ce n'était pas juste une vieille histoire à laquelle elle aurait tourné le dos depuis longtemps. 20 minutes après, Jomar m'a rappelé. Sa voix était différente, presque éteinte, et il m'a demandé si l'on pouvait se voir pour discuter de tout ça. Il m'a expliqué qu'il avait relu les documents RH que je lui avais envoyés et qu'il avait des choses à m'avouer, qu'il aurait dû me dire depuis longtemps déjà. J'ai accepté qu'on se retrouve dans un café, à égale distance de chez Nathalie et de chez nous, histoire d'être sur un terrain neutre, sans que ni l'un ni l'autre se sentent en position de faiblesse. Je suis arrivée la première et j'ai choisi une table discrète, suffisamment à l'écart pour que personne ne puisse nous entendre. Quand Jomar est entré, il avait l'air lessivé, la chemise froissée, les cheveux en bataille comme après une nuit blanche. Il s'est installé en face de moi et a commencé par me présenter des excuses, expliquant qu'en y repensant, il réalisait qu'il avait constamment trouvé des excuses au comportement de Lily, alors que franchement, il admettait aujourd'hui que rien n'était normal. Il a reconnu qu'il s'était senti mal à l'aise face à l'insistance de Lily, sa façon de toujours se retrouver là où il disait aller, sa mémoire incroyable de détails sur sa vie que lui-même avait oubliés. Mais il s'était convaincu qu'il serait grandiloquent de croire qu'elle avait encore des sentiments pour lui, après tant d'années. Il se persuadait qu'il se faisait des films. Je lui ai demandé pourquoi il ne voyait la réalité que maintenant, et il a sorti son téléphone pour me montrer les messages de Lily. Depuis que j'étais partie de chez Nathalie, il en avait reçu 17, tous de Lily, le harcelant de questions sur ce qu'elle avait bien pu faire de travers, le suppliant d'expliquer pourquoi il prenait ses distances. J'ai fait défiler la conversation et j'ai vu le ton basculer de l'inquiétude sincère d'une amie à quelque chose de plus désespéré, presque obsessionnel. Au début, elle s'inquiétait simplement pour lui ou pour notre couple. Puis les messages sont devenus oppressants, lui reprochant de changer d'attitude, exigeant de savoir ce qui avait changé, comme si c'était son droit. Les derniers, reçus dans la matinée, l'accusaient carrément en me nommant. Elle disait qu'elle savait que j'étais derrière tout ça et qu'elle me laisserait jamais détruire leur amitié. Je lui ai rendu son téléphone en lui demandant s'il trouvait vraiment que tout cela ressemblait à l'attitude d'une amie ordinaire. Il a fixé son écran longtemps,
avant d'admettre qu'avec le recul, la succession de ces messages donnait franchement une image très inquiétante. Il s'est mis alors à les relire, et j'ai vu dans ses yeux qu'il se rendait brusquement compte de la gravité du comportement de Lily, là où il ne voyait jusqu'à présent qu'une sollicitude maladroite. C'est alors que son portable a de nouveau vibré. Il a pâli en voyant le message. Lily, encore, lui disait sentir que quelque chose clochait, et insistait sur le fait qu'elle méritait des explications, qu'ils étaient trop proches pour se cacher des choses. Je l'ai observé en silence, puis j'ai demandé s'il réalisait maintenant que ce n'était pas sain, que des amis ne surveillent pas les moindres détails de communication, ni ne réclament de compte à la moindre variation de ton. Jomar a lentement hoché la tête, puis il a déclaré vouloir couper tout contact avec Lily, tout en précisant qu'il pensait faire ça progressivement, pour ne pas la brusquer, car il s'inquiétait de sa réaction à une coupure trop brutale. Cette idée m'a mise hors de moi, et je lui ai expliqué que c'est précisément cette hésitation, cette douceur, qui avait permis à Lily de s'accrocher pendant 8 ans. Je lui ai dit que, face à quelqu'un comme elle, qui ne comprend ni les sous-entendus ni les ruptures en douceur, chaque contact laissé ouvert lui redonne espoir. La seule solution, face à une personne qui ne respecte pas les limites, c'est de couper court, sans négociation, ni possibilité de retour. Visiblement mal à l'aise, Jomar a maintenu qu'il ne voulait pas être cruel envers celle qui avait été si longtemps son amie, même si leur amitié était fondée sur son obsession. Alors je lui ai fait remarquer que, dans cette histoire, la vraie cruauté serait de continuer ainsi, car c'est envers moi, son épouse, qu'il serait injuste. Il fallait choisir quelle relation il voulait préserver. On a encore discuté 20 bonnes minutes, campant sur nos positions respectives, avant de finir par trouver un compromis. Jomar enverrait un message sans ambiguïté à Lily, lui signifiant que leur amitié devait cesser, qu'il avait compris que ses sentiments allaient au-delà de l'amitié, et qu'il devait faire passer son mariage avant tout. Il a ouvert une nouvelle conversation et commencé à rédiger son message sous mon regard attentif. Sa première version était truffée d'excuses, d'explications, et laissait la porte ouverte à la discussion ou à un quelconque retour en arrière. Je l'ai fait effacer tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une excuse ou laissait entendre que c'était une décision prise à deux. Je lui ai demandé d'être catégorique. Ce n'était pas sujet à débat. Leur amitié s'arrêtait là, sur le champ. Après 3 versions, il a enfin écrit un message assez ferme pour que je le valide. Et il est resté un moment à contempler son téléphone avant d'appuyer sur « Envoyer ». La réponse de Lily n'a pas tardé. Moins de 2 minutes plus tard, le téléphone de Jomar s'est illuminé d'un SMS long comme le bras, et j'ai scruté ses traits pendant qu'il lisait le message où elle l'accusait de mentir. Elle m'a dit que tu t'étais mis entre nous et qu'elle savait très bien que ce n'était pas ce que tu voulais vraiment. Elle menaçait de tout révéler, prétendant que Jomar lui avait laissé croire, durant des années, qu'il n'était avec moi que par défaut, en attendant qu'elle soit de nouveau disponible. Jomar, sidéré, a voulu répondre. Mais d'autres messages sont arrivés avant qu'il n'ait pu taper quoi que ce soit. Encore et encore, le téléphone vibrait, chaque texto plus long et plus décousu que le précédent. J'ai pris l'appareil des mains de Jomar, qui tremblait, et j'ai vu défiler les messages de Lily, de plus en plus nombreux. En moins de 5 minutes, elle était passée de la colère à la supplication, puis aux menaces. Elle affirmait détenir des preuves que Jomar nourrissait ses sentiments, qu'il lui avait avoué s'être trop précipité en m'épousant et le regretter, qu'il lui avait promis qu'ils seraient ensemble dès qu'elle quitterait Bradley. Elle assurait avoir conservé tous les textos et les mails où Jomar se plaignait de notre couple, répétant qu'il regrettait que les choses n'aient pas tourné autrement. Elle a juré qu'elle allait tout montrer à tout le monde, pour que je passe pour la méchante qui t'empêche d'être heureux dans un mariage sans amour. J'ai quitté des yeux mon téléphone pour regarder Jomar, et je lui ai demandé franchement s'il y avait la moindre part de vrai dans tout ça. Il a juré aussitôt ne jamais avoir tenu de tels propos, n'avoir jamais encouragé Lily ni rien promis. Pourtant, j'ai repéré une ombre de culpabilité dans son regard et, en insistant, il a fini par admettre s'être parfois confié à Lily sur nos disputes, surtout lors de nos crises. Il expliquait qu'il lui parlait parfois de nos désaccords ou des moments où il sentait qu'on s'éloignait et suppose qu'elle s'imaginait qu'il voulait rompre. Comprendre la situation m'a glacée. Il avait bel et bien entretenu une relation d'infidélité émotionnelle avec Lily, même si cela n'était jamais allé plus loin. Nous sommes restés plus d'1 heure dans ce café à faire le tour de toutes les conversations dont Jomar se souvenait à propos de notre mariage. Il m'a évoqué cette fois où il s'était plaint auprès d'elle après une dispute liée à la visite de ses parents, et elle lui avait alors lancé qu'il méritait une femme qui apprécie sa famille. Il se rappelait aussi s'être confié sur notre intimité pendant une mauvaise passe, et Lily lui avait répondu que certains couples étaient peut-être tout simplement incompatibles. Exemple après exemple, il s'enfonçait. Il révélait à une femme en embuscade des aspects intimes de notre couple, lui apportant sur un plateau de quoi semer la zizanie entre nous. J'ai compris alors qu'il lui donnait depuis des années toutes les clés pour s'immiscer, pour jouer le rôle de l'ami meilleure option. Jomar a fini par craquer, pleurant à chaudes larmes sur sa chaise, secoué d'émotion,
expliquant entre deux sanglots qu'il n'avait jamais voulu me trahir. Il répétait sans cesse qu'il pensait que Lily était simplement une amie bienveillante, quelqu'un à qui parler quand ça n'allait pas fort. J'étais partagée entre la colère et la pitié de le voir ouvrir les yeux sur la manipulation dont il avait été victime, consciente malgré tout que c'est bien à elle qu'il avait choisi de se confier, au lieu d'affronter nos difficultés ensemble ou de consulter un professionnel. Il avait préféré la facilité d'une oreille compatissante à l'effort réellement nécessaire pour sauver un couple. Pendant ce temps, le téléphone de Jamar vibrait sans cesse avec de nouveaux messages de Lily, mais aucun de nous n'y prêtait attention. Nous sommes restés là, silencieux, Jamar en pleurs, et moi déjà en train de me demander si ce mariage valait encore la peine d'être sauvé, maintenant que je me rendais compte qu'il entretenait, depuis des années, une relation ambiguë avec une femme obsédée par notre séparation. Nous avons quitté le café vers 16h, chacun reprenant sa propre voiture, car j'avais besoin de prendre un peu de distance avec Jamar, même si nous rentrions dans la même direction. Sur le trajet, son téléphone n'arrêtait pas de sonner et, dans mon rétroviseur, j'ai remarqué qu'il rejetait tous les appels, le visage fermé, les mains crispées sur le volant. À notre retour dans l'allée, son téléphone affichait 17 appels manqués de Lily, et sa messagerie a aussitôt démarré, les messages vocaux retentissant si fort dans sa voiture que je les entendais à travers la vitre de la mienne. La voix de Lily montait à chaque message, de plus en plus fébrile. Elle hurlait qu'elle savait que je le montais contre elle, jurait qu'elle ne me laisserait pas briser leur lien. Elle le traitait d'âme sœur, prétendait que je le maintenais prisonnier dans un mariage sans amour et promettait de ne jamais abandonner. Dans le dernier message, on l'entendait en pleurs, le suppliant de lui accorder 5 minutes pour s'expliquer. Jamar restait prostré dans sa voiture, fixant son écran comme s'il le découvrait pour la première fois, et je me suis approchée pour frapper à sa vitre. Il a levé les yeux vers moi, les yeux rougis, et a ouvert la portière pour que je m'installe à côté de lui. J'ai pris son portable de ses mains tremblantes et lancé l'application d'enregistrement que Dylan m'avait installée plus tôt dans la semaine. J'ai alors repassé tous les messages vocaux de Lily, tandis que l'enregistreur tournait. Jamar écoutait en silence cette succession de colère, de supplications, puis de menaces. Son visage se fermait à mesure qu'il prenait conscience, peut-être pour la première fois, de la véritable nature de Lily derrière son masque d'amie bienveillante. Dans ses messages, elle allait beaucoup trop loin, répétant que Jamar lui avait promis qu'ils seraient ensemble, qu'elle avait gardé précieusement tous les échanges où il s'était plaint de moi, qu'elle rêvait d'une autre vie. Jamar secouait la tête, jurant n'avoir jamais fait de promesses ou alimenté ses espoirs. Mais je voyais à son expression qu'il réalisait enfin l'ampleur de l'obsession que tout le monde lui reprochait depuis des semaines. Ses doigts tremblaient en faisant défiler les messages reçus pendant que nous étions au café, découvrant en direct à quel point Lily sombrait dans la détresse et la panique. J'ai tout sauvegardé sur le cloud comme Dylan me l'avait conseillé et transféré une copie sur mon propre téléphone pour constituer le dossier de harcèlement dont nous allions sûrement avoir besoin. Jamar était livide, lisant ces interminables messages où Lily oscillait entre déclarations nostalgiques de l'époque de la fac et attaques venimeuses contre moi, m'accusant de manipulation et d'abus, prétendant que je l'avais forcé à couper les ponts. Le soir venu, aux alentours de 19h, nous étions installés dans le salon à échafauder la suite quand la sonnette a retenti 3 fois de suite, suivie de coups frappés à la porte. Jamar a voulu se précipiter pour ouvrir, mais je l'ai retenu par le bras afin qu'il reste assis près de moi, puis j'ai jeté un œil par la fenêtre. Lily faisait les 100 pas sur le perron, nerveuse et fébrile. Elle a appuyé de nouveau sur la sonnette, puis tapé encore plus fort, criant qu'elle savait qu'on était là puisqu'elle voyait nos 2 voitures dans l'allée. Jamar était tétanisée, la fixant à travers le rideau pendant qu'elle collait son visage à la vitre pour tenter de voir à l'intérieur, et j'ai sorti mon téléphone pour prévenir la police. Lily s'est alors mise à crier devant la porte qu'elle avait droit à une explication, qu'elle ne comprenait pas pourquoi Jamar l'a laissé tomber après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, et qu'elle avait toujours été là pour lui, même dans les pires moments, qu'il lui devait bien au moins une vraie discussion. Sa voix montait de plus en plus alors qu'elle frappait contre la porte, pendant que je donnais notre adresse à l'opératrice du 17, expliquant qu'une personne refusait de quitter notre domicile, alors que tout lien avait été rompu. Jamar, lui, restait à observer Lily à travers la vitre, comme s'il avait en face de lui une étrangère, cette femme qu'il côtoyait pourtant depuis plus de 10 ans, mais qui paraissait désormais méconnaissable. L'opératrice m'a vivement recommandé de rester à l'intérieur et de verrouiller soigneusement la porte jusqu'à ce qu'un agent arrive, tandis qu'à travers le battant, j'entendais Lily m'accuser d'avoir retourné le cerveau de Jamar et de l'avoir séparé d'elle. Elle a donné un violent coup de pied dans la porte, ce qui a fait sursauter Jamar. C'est là qu'il a compris, d'un coup, que la situation n'était plus simplement pénible ou gênante, mais vraiment inquiétante. Un quart d'heure plus tard, un policier est arrivé et je l'ai regardé s'approcher de Lily sur le pas de notre porte. Elle a tout de suite changé d'attitude, a pris un air beaucoup plus calme et lui montrait la maison du doigt,
sans doute en train d'expliquer qu'elle était la meilleure amie de Jomar et qu'elle voulait juste s'assurer qu'il allait bien. Le policier l'a écouté quelques minutes, puis il a frappé chez nous. Jomar a ouvert la porte, moi je suis restée derrière lui. L'agent nous a demandé ce qu'il se passait. On lui a expliqué avoir mis fin à cette amitié et avoir dit à Lily de ne plus essayer de prendre contact. Il a tout noté, y compris les messages qu'elle avait envoyés. Ensuite, il s'est tourné vers Lily et lui a dit qu'elle devait partir tout de suite, lui précisant qu'elle était en train d'enfreindre la loi et que si elle revenait, on pourrait porter plainte. Le visage de Lily a alors perdu toute trace d'inquiétude pour devenir glacial et elle a rétorqué à l'agent « J'ai été la meilleure amie de Jomar pendant plus de 10 ans, j'ai le droit de lui parler. » Elle m'a désignée et a ajouté « C'est elle la manipulatrice. C'est elle qui l'isole de tout le monde. C'est la sécurité de Jomar qui devrait vous préoccuper, pas la mienne. » L'agent est resté complètement impassible et a répété qu'elle devait partir sur le champ, ce que Lily a fini par faire, non sans hurler avant de rejoindre sa voiture. Ce n'est pas fini. Elle a encore fait mine de s'attarder 1 minute devant la maison, fixant les fenêtres depuis l'habitacle, puis elle a fini par s'en aller. L'agent a attendu qu'elle soit bien partie avant de revenir vers nous. Il nous a conseillé de tout garder comme preuve et d'envisager une ordonnance d'éloignement si elle continuait à nous harceler, en précisant qu'il avait déjà vu ce genre d'histoire évoluer très mal. Il a souligné que le fait qu'elle se soit quand même déplacée chez nous malgré l'interdiction de contact montrait qu'elle n'avait aucune limite, même face à la police, ce qui était inquiétant. On est resté longtemps sans rien dire après le départ du policier, incapable de mettre des mots sur ce qu'on venait de vivre. Finalement, on est resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, à refaire toute l'histoire de notre mariage, à se demander comment on en était arrivé là, et si on pouvait encore réparer les dégâts. Jomar s'est excusé de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt sur l'obsession de Lily, d'avoir confié nos problèmes à elle au lieu de venir m'en parler à moi, de l'avoir systématiquement défendue chaque fois que j'essayais de pointer ses dérives. Il s'est mis à pleurer et répétait qu'il était désolé. Mais je lui ai dit qu'il me faudrait bien plus que des mots, que des regrets ne suffiraient pas à effacer des années, où il préférait exposer notre intimité à quelqu'un qui voulait voir notre couple imploser. On a reparlé de chaque dispute, de toutes ces périodes difficiles où, au lieu de chercher des solutions ensemble ou avec un professionnel, il courait se confier à Lily. Jomar a reconnu que ce qui lui plaisait, c'était le sentiment d'être compris sans qu'on l'oblige à se remettre en question, et quand je l'ai entendu prononcer ça à voix haute, j'ai vraiment mesuré l'ampleur de la trahison. Je lui ai alors demandé franchement s'il voulait encore construire quelque chose avec moi ou s'il préférait voir ce que cela donnerait avec Lily, maintenant qu'elle n'était plus dans le décor. Il a eu l'air abasourdi par la question. Il m'a juré qu'il n'en avait jamais eu l'intention, ni encouragé la moindre ambiguïté, mais je lui ai fait remarquer que ses actes racontaient tout autre chose, quelle qu'ait pu être la réalité de ses sentiments. Je lui ai dit que s'il voulait sauver notre mariage, il faudrait qu'il entame immédiatement une thérapie. D'abord pour lui tout seul afin de comprendre pourquoi il s'était laissé entraîner là-dedans, puis, dans un second temps, qu'on en fasse une ensemble pour réparer un minimum la confiance qu'il avait détruite. Il a accepté aussitôt, et j'ai lu de vrais regrets dans ses yeux, même si je savais que les regrets ne font pas tout. Je lui ai expliqué que je ne voulais pas de belles paroles sous la pression, que je voulais des preuves concrètes, sur la durée. On s'est mis d'accord, il devait se trouver un psy dans la semaine et prendre rendez-vous pour une thérapie de couple. Mais je l'ai prévenu que s'il ne jouait pas le jeu ou manquait à ses engagements, cette fois je lâcherais l'affaire. Jomar a acquiescé et a voulu attraper ma main, mais je l'ai repoussé, en lui disant qu'il n'avait pas encore regagné ce droit-là. On a finalement fini par aller se coucher, chacun de son côté, vers 3h30 du matin, complètement vidés, et en sachant très bien qu'on ne trouverait pas le sommeil comme ça. Pendant la semaine suivante, Lily a poursuivi son harcèlement sous toutes les formes possibles. Après avoir été bloquée, elle a envoyé des emails sur la boîte pro de Jomar, sur sa messagerie perso, retrouvé de vieux comptes sur des réseaux sociaux et même créé de nouveaux profils dès qu'il la bloquait. Peu importe le canal, ces messages alternaient entre grandes déclarations d'amitié, souvenirs enthousiastes de la fac et attaques d'une rare violence contre moi, me traitant de tous les noms et me rendant responsable de l'explosion de leur amitié. J'ai tout gardé, copie d'écran à l'appui, et ajouté chaque nouveau message au dossier, assistant, impuissante, à la spirale obsessionnelle de Lily se dérouler devant moi en temps réel. Jomar paraissait de plus en plus bouleversé à mesure que les messages arrivaient, réalisant enfin ce que tout le monde essayait de lui faire comprendre à propos de l'obsession malsaine de Lily. Elle lui envoyait sans arrêt des photos de leurs années à la fac avec des légendes teintées de nostalgie sur le bonheur qu'ils avaient partagé, puis enchaînait avec des messages où elle affirmait que jamais je ne pourrais le comprendre aussi bien qu'elle. Un soir, elle lui a écrit 17 messages en 2 heures, chacun plus désespéré que le précédent, le suppliant de se souvenir de leur lien et jurant qu'elle saurait le rendre plus heureux que moi. Ce week-end-là,
Dylan est venu avec un ami spécialiste de la sécurité pour installer des caméras autour de la maison et changer toutes les serrures. Il nous a expliqué que les personnes à tendance obsessionnelle devenaient souvent plus envahissantes lorsqu'elles étaient écartées et que les caméras seraient précieuses comme preuve si jamais Lily décidait de revenir. Jomar était mortifié de devoir prendre de telles précautions à cause de celle qu'il avait qualifiée de meilleure amie pendant des années, mais il s'est appliqué à tout installer sans un mot de protestation. On a posé des caméras à la porte principale, à l'arrière et dans l'allée, toutes reliées à une application pour pouvoir surveiller la maison à distance. L'ami de Dylan a aussi mis en place des projecteurs avec détecteurs de mouvement tout autour du terrain et nous a montré comment activer les alertes si quelqu'un s'approchait. L'ensemble de l'installation a bien pris 4 heures et coûté plus cher que ce que j'aurais voulu, mais je savais qu'il nous fallait ce niveau de sécurité pour enfin respirer chez nous. Pendant qu'on réglait tout ça, Jomar n'arrêtait pas de s'excuser, répétant qu'il n'aurait jamais cru qu'un jour son amitié avec Lily nous contraindrait à installer des caméras et à changer toutes les serrures. Je n'ai rien répondu, car aucune parole n'aurait pu atténuer le malaise de la situation. Le lendemain matin, j'ai reçu des messages de 3 personnes différentes s'enquérant de notre état, car Lily venait de poster quelque chose de très étrange sur Facebook. Je suis allée voir son profil et j'y ai découvert un long texte sur les faux amis et la trahison de ceux à qui l'on a tout donné. Elle ne nous nommait pas, mais quiconque connaissait leur histoire savait pertinemment de qui elle parlait. Toute la journée, Jomar s'est vu assailli des mêmes questions de la part de collègues ou d'amis communs, tous curieux de comprendre ce qui s'était passé entre lui et Lily. Assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son téléphone, il ne savait manifestement pas comment s'en sortir. Je le voyais rédiger puis effacer ses réponses, cherchant les mots justes pour désamorcer la situation, sans non plus laisser Lily retourner les choses à son avantage. Il a fini par me demander mon avis sur la réponse à donner. Je lui ai recommandé d'être honnête sur les véritables raisons de la fin de leur amitié. J'ai souligné que Lily cherchait déjà à contrôler le récit avec ses publications ambiguës, et qu'en restant silencieux, il risquait de la laisser imposer sa version où elle passait pour la victime et nous, pour les mauvais rôles. L'idée de dévoiler certains détails le mettait mal à l'aise, mais je l'ai convaincu qu'il était important que les autres comprennent le comportement obsessionnel et intrusif de Lily, ne serait-ce que pour leur propre sécurité. Il a donc accepté d'expliquer les faits à ses amis proches et à ses collègues, au lieu d'inventer une excuse pour justifier la rupture. Le lendemain, à la pause déjeuner du travail, Jomar s'est assis avec Marshall, un collègue, et lui a tout raconté sur le harcèlement de Lily depuis la fac, ce qu'il avait appris à propos du divorce de Bradley, et ses réactions de plus en plus inquiétantes ces derniers temps. Marshall a écouté attentivement, puis lui a avoué quelque chose qui a laissé Jomar sans voix. Il avait toujours trouvé l'attention de Lily envers lui bien trop poussée, l'observant sans arrêt au bureau, et réagissant mal dès qu'il s'adressait à une autre femme. Jomar lui a demandé à quoi il faisait allusion, et Marshall a raconté que Lily venait parfois à l'immeuble, soi-disant pour prendre un café, mais qu'elle arrivait en avance pour l'observer derrière les fenêtres du hall. Il l'avait vue à plusieurs reprises attendre à l'étage, calant son arrivée pile au moment de la pause de Jomar. Il a ajouté que Lily arborait souvent une mine furieuse et blessée lorsqu'elle surprenait Jomar en train de rire ou discuter avec une collègue, surtout avec les nouvelles de l'équipe. Marshall lui avait même suggéré, il y a des années, que Lily avait peut-être des sentiments pour lui qu'il ne voulait pas voir. Mais Jomar avait balayé cette idée d'un revers de main, persuadé que Lily était simplement protectrice, comme une sœur. Marshall n'avait pas insisté, estimant que ça ne le concernait pas directement, et voyant que Jomar semblait heureux de garder Lily dans sa vie. Ce témoignage a fait réaliser à Jomar à quel point il avait fermé les yeux ou minimisé les signaux d'alerte au fil des années. Il s'est alors remémoré toutes les fois où Lily trouvait une excuse pour lui toucher le bras ou l'épaule, ou se penchait tout près de lui, même en pleine conversation de groupe. Il s'est souvenu de ses silences pesants et de ses airs contrariés lors des soirées où j'évoquais nos moments heureux de couple, comme si elle ne supportait pas d'entendre parler de notre bonheur. Il s'est rappelé aussi certaines piques, du style « je n'étais pas assez bien pour lui » ou des remarques qu'elle laissait tomber en mon absence sur le fait que quelqu'un d'autre le comprendrait mieux. À l'époque, il prenait ça à la rigolade, pensant que Lily était juste loyale. Mais maintenant, il voyait bien qu'elle cherchait en réalité à saper notre couple et à instiller le doute sur son choix de m'épouser. Ce soir-là, Jomar est rentré épuisé. Il m'a tout raconté. La discussion avec Marshall, tous ces signaux qu'enfin il percevait. J'ai ressenti un mélange de soulagement de le voir ouvrir les yeux et de frustration qu'il ait fallu autant de temps et d'évidence pour admettre ce que tout le monde soupçonnait déjà autour de nous. 2 jours plus tard, nous avions notre premier rendez-vous avec Sienna Rowe, une thérapeute spécialisée dans la reconstruction du couple après une trahison et la perte de confiance. Son cabinet était chaleureux, avec des fauteuils confortables, et elle a commencé par demander à chacun d'exposer la raison de notre venue et nos attentes vis-à-vis de la thérapie. Je me suis lancée la première, relatant toute l'histoire avec Lily,
Depuis la confrontation lors de notre anniversaire jusqu'aux révélations de Bradley sur son harcèlement, sans oublier l'escalade récente suite à la rupture du contact entre elle et Jomar. Sienna m'a écoutée sans m'interrompre, puis elle a demandé à Jomar de donner sa version des faits. Il a raconté qu'il avait noué cette amitié depuis des années, sans se rendre compte que les sentiments de Lily étaient loin d'être sains ou normaux, et qu'il avait ignoré les inquiétudes venant de moi ou d'autres proches, simplement parce qu'il faisait confiance à Lily et pensait que leur relation était authentique. Sienna n'a pas hésité à lui poser des questions difficiles, notamment sur les raisons qui l'avaient poussée à se confier si souvent à Lily au sujet de nos soucis de couple, plutôt qu'à moi ou à un professionnel. Elle lui a aussi demandé quels besoins émotionnels Lily comblait chez lui et que, manifestement, je ne parvenais pas à satisfaire, ce qui a clairement mis Jomar mal à l'aise, même s'il a fait un vrai effort de sincérité dans ses réponses. Il a reconnu que Lily lui apportait un sentiment d'importance et d'admiration qui le réconfortait, surtout quand notre mariage traversait des zones de turbulence et qu'il se sentait mauvais mari. Entendre Jomar admettre cela à voix haute m'a fait plus de mal que je ne l'aurais imaginé, car cela confirmait qu'il avait bel et bien noué une relation émotionnelle profonde avec une femme totalement obsédée par lui, même s'il prétendait ne rien avoir deviné de ses intentions. Sienna m'a aidé à mettre des mots sur ce malaise, m'expliquant que je vivais en compétition, sans même m'en rendre compte, pour obtenir l'attention et l'affection de mon propre mari. Elle m'a alors demandé d'exprimer directement à Jomar ce que je ressentais face au fait que Lily gardait toujours une place dans son esprit, comme une solution de secours, même s'il n'en avait pas franchement conscience. Je me suis tournée vers lui. Chaque fois que tu prends la défense de Lily ou que tu lui trouves des excuses, j'ai l'impression que tu l'as choisie, elle, au lieu de moi, au lieu de notre couple. Je lui ai expliqué que le voir s'enthousiasmer auprès d'elle, comme il ne le faisait plus avec moi, m'avait fait douter de son envie réelle d'être avec moi, ou bien s'il restait seulement par peur de compliquer les choses. En m'écoutant, le visage de Jomar s'est fermé, empreint de douleur, et pour la première fois, j'ai senti qu'il mesurait vraiment à quel point ses actes avaient abîmé notre couple et brisé ma confiance. Sienna a laissé planer un silence lourd, puis elle nous a doucement amenés à évoquer les étapes à mettre en place, chacun de notre côté, pour reconstruire la confiance et le lien entre nous. 2 semaines après que Jomar ait coupé les ponts avec Lily par message, j'ai reçu un mail directement d'elle. L'objet était sans équivoque. Il faut qu'on parle. Le message était long, découpé en paragraphes, où elle affirmait avoir la preuve que Jomar ne l'avait jamais lâchée, cultivant avec elle une histoire romantique tout au long de notre mariage. Elle soutenait que Jomar lui avait répété à plusieurs reprises avoir épousé trop vite la mauvaise personne, qu'il regrettait son choix, qu'il ne se sentait pas compris avec moi comme il l'était avec elle, et qu'il lui avait promis qu'ils seraient ensemble dès qu'elle quitterait Bradley. En pièce jointe, elle avait ajouté des captures d'écran de discussion par texto entre elle et Jomar, qui, au premier coup d'œil, semblait étayer ses propos. En les lisant, j'ai eu la nausée. Certains messages de Jomar ressemblaient à du flirt ou à des plaintes contre moi. Pourtant, quelque chose ne collait pas. J'ai appelé Dylan pour qu'il vienne examiner ses captures avec son œil d'enquêteur. Il est arrivé en moins d'1 heure. Je lui ai montré le mail et les fichiers sur mon ordinateur. Pendant une demi-heure, il a disséqué chaque détail, zoomant, scrutant les horaires, recoupant les informations, puis il a soulevé des incohérences flagrantes révélant que Lily avait trafiqué ses échanges. Il m'a montré comment elle avait supprimé ses propres messages, ne laissant que les réponses de Jomar qui, sorties de leur contexte, donnaient une image complètement faussée. Elle avait aussi mélangé des conversations de dates très différentes pour construire une histoire qui servait son dessin. Dylan m'a expliqué qu'elle avait utilisé un logiciel de retouche suffisamment sophistiqué pour que ce soit indécelable au premier regard, mais qu'en inspectant les métadonnées et la présentation, on retrouvait la trace de ses manipulations. Il a retrouvé les vraies conversations sur le téléphone de Jomar. On y voyait que ses réponses, tronquées des messages originaux de Lily, pouvaient vraiment passer pour des avances. Le degré de préméditation et la minutie dont avait fait preuve Lily m'a glacée. Cela montrait qu'elle était prête à tout pour alimenter son fantasme qui lui appartenait. Dylan m'a dit que ce type de falsification était classique chez les personnes obsessionnelles, qui finissent par croire à leurs propres mensonges et cherchent aussi à convaincre les autres. J'ai archivé soigneusement tout ce que Dylan m'a montré et ajouté ces pièces à notre dossier grandissant contre Lily. Le lendemain, j'ai pris contact avec Brady Moss, un avocat reconnu pour sa gestion des dossiers de harcèlement et de stalking. Son cabinet se trouvait en centre-ville. Il m'a demandé d'apporter tous les documents, depuis les premières révélations de Bradley jusqu'aux courriels récents et aux tentatives d'intrusion de Lily. Il a passé plus d'1 heure à étudier notre chronologie, les messages de Lily, le rapport de police du jour où elle était venue chez nous, ainsi que les preuves de manipulation. Quand il a eu tout parcouru, il m'a regardé et m'a assuré que nous avions matière à demander une ordonnance d'éloignement, tant le comportement de Lily était obsessionnel et s'étalait sur plusieurs années. Il a ajouté que le fait qu'elle ait accentué son harcèlement après les mises en garde officielles
qu'elle soit venue chez nous malgré les interdictions et qu'elle en soit à inventer de fausses preuves, prouvait un véritable danger pour notre sécurité. Brady m'a alors dit qu'il pouvait dans l'instant déposer une demande d'ordonnance d'éloignement en urgence et que nous aurions rapidement une audience pour décider de la rendre permanente. Il m'avait averti. Il fallait s'attendre à ce que l'état de Lily empire avant de s'améliorer, car les harceleurs perçoivent souvent les démarches judiciaires comme une confirmation de leurs soupçons, une preuve de plus qu'on essaye de les manipuler, que leur cible est manipulée par quelqu'un d'autre. J'ai signé les documents qui permettaient à Brady de démarrer la procédure, puis j'ai quitté son bureau partagé entre le soulagement d'avoir enfin agi et l'angoisse de la réaction de Lily à la réception de la convocation. Le lendemain matin, Brady a immédiatement déposé la demande d'ordonnance provisoire auprès du tribunal et m'a appelé dans l'après-midi pour m'annoncer que Lily avait officiellement reçu la notification chez elle. L'huissier m'a raconté qu'elle avait d'abord refusé de prendre les papiers, en prétextant que ce n'était pas pour elle. Puis elle avait fini par céder lorsqu'il lui a expliqué qu'il reviendrait autant de fois qu'il le faudrait, jusqu'à ce qu'elle accepte. L'audience pour l'ordonnance définitive était prévue 3 semaines plus tard, une éternité à mes yeux, en songeant tout ce temps laissé à Lily pour réagir. Lors de son appel, Brady a insisté encore une fois sur le fait que les gens obsessionnels voient souvent leur comportement s'aggraver à ce stade, prenant l'ordonnance comme la preuve qu'on essaie de leur tourner la tête. Il m'a conseillé de tout garder, messages, appels, et de contacter la police sans attendre si jamais Lily tentait de s'approcher de nous. J'étais écœurée à l'idée de vivre 3 semaines de plus dans la crainte d'une nouvelle réaction de sa part. Ce soir-là, avec Jomar, on a repassé tout le protocole de sécurité mis en place avec Dylan, vérifié les caméras et pris soin que chaque porte soit bien verrouillée. 2 jours plus tard, Jomar a reçu un message via un réseau social, envoyé d'un compte inconnu qui affichait une photo de profil quelconque, un paysage choisi au hasard. Le message disait que Lily voulait simplement donner sa version avant l'audience, qu'elle avait le droit de raconter son histoire, et que Jomar lui devait bien ça après toutes ces années d'amitié. Jomar me l'a montré immédiatement. Tous les deux, on a tout de suite reconnu le style, ce ton désespéré typique de Lily. Elle avait donc créé un faux profil pour contourner l'ordonnance qui lui interdisait tout contact, direct ou indirect. J'ai fait des captures d'écran, Jomar a bloqué le compte et j'ai appelé Brady dans la foulée pour l'informer de ce manquement. Il avait presque l'air de s'en réjouir en apprenant la nouvelle, m'expliquant que le fait que Lily enfreigne aussi vite l'ordonnance renforçait considérablement notre dossier. Il a précisé que les juges prenaient ce genre de choses très au sérieux, surtout si la violation a lieu juste après la notification, car cela montre que la personne concernée est prête à franchir les limites sans se soucier des conséquences juridiques. Brady a immédiatement versé la preuve de cette infraction au dossier auprès du tribunal, ajoutant une pièce de plus à notre dossier déjà solide contre Lily. Ce signalement, paradoxalement, m'a à la fois soulagée et inquiétée. Il prouvait qu'on avait vraiment besoin de cette mesure de protection, et en même temps, que Lily ne comptait visiblement pas respecter la moindre limite, même légale. Ce week-end-là, les parents de Jamar nous ont appelés après avoir appris, par des amis communs qui avaient bien vu passer des publications sibyllines de Lily sur les réseaux sociaux à propos de trahison et d'abus judiciaires, ce qui se passait. Sa mère, au téléphone, semblait perdue et inquiète, répétant qu'ils avaient toujours considéré Lily comme une jeune femme adorable, une amie sincère pour Jamar. J'entendais la voix de Jamar trembler lorsqu'il leur a tout expliqué, en haut-parleur. Le harcèlement de Lily depuis la fac, son obsession documentée par Bradley au moment de leur divorce, puis la façon dont les choses avaient empiré après qu'ils aient coupé contact. Mais, pour la première fois depuis des semaines, il a admis tout haut ce qu'il n'avait jamais osé formuler. Lily n'a jamais vraiment été une amie, juste une femme passionnément obsédée qui s'est imposée dans nos vies grâce à ses manipulations, aidée malgré eux par ses parents qui lui ont toujours facilité l'accès. Sa mère est restée un long moment silencieuse, puis elle s'est excusée d'avoir encouragé Jamar à garder Lily dans son entourage, de l'avoir invitée à chaque réunion familiale, de lui avoir répété qu'il avait de la chance d'avoir une amie aussi dévouée. Elle a aussi reconnu qu'elle avait déjà trouvé Lily un peu trop présente, parfois envahissante, mais qu'elle pensait que c'était juste une marque d'affection. Le père de Jamar a avoué se sentir coupable de n'avoir rien vu, et d'avoir mis la pression sur son fils en lui faisant croire que s'éloigner de Lily serait égoïste, voire méchant. Ils nous ont promis de nous soutenir pour la procédure et d'ignorer tout contact de la part de Lily à l'avenir. Les 3 semaines jusqu'à l'audience ont passé lentement, sans aucun signe de Lily, ce qui s'est révélé presque plus angoissant que ses agissements habituels. Le matin de l'audience, j'ai enfilé une robe discrète. Jamar a choisi un costume. On voulait donner à voir une image crédible, rassurante. Brady nous attendait devant le tribunal, reprenant avec nous le déroulement de l'audience, les témoins éventuels, les questions du juge. Puis on est entré dans la salle, et j'ai vu Lily assise avec son avocate, vêtue d'un pull rose pâle qui la rendait encore plus fragile, presque en victime. Son avocate, une femme d'une 50aine d'années, lui tenait la main tout en lançant des regards noirs à Jamar et à moi.
Dès l'ouverture de la séance, elle a tenté de dépeindre Lily comme une amie au cœur brisé, abandonnée sans explication par la personne à laquelle elle tenait le plus. Elle a soutenu que Jamar avait cultivé l'ambiguïté pendant des années, multipliant les gestes déplacés, les confidences intimes, au point de laisser croire à Lily qu'ils entretenaient un lien unique. Puis elle m'a attaquée, me présentant comme une épouse jalouse, possessive, prête à tout pour couper Jamar de son entourage et le dresser contre ceux qui lui veulent du bien. J'avais envie d'exploser tant ces accusations étaient injustes, mais Brady m'avait prévenu que ce genre de stratégie était classique. Il a alors exposé nos preuves calmement, méthode à l'appui, en commençant par le témoignage de Bradley sur le comportement de Lily durant leur mariage. Bradley s'est avancé à la barre, visiblement tendu mais déterminé, tenant sous le bras le lourd dossier qu'il avait rassemblé tout au long de leur divorce. Il a raconté comment il était tombé sur le dossier de Lily, rempli de photos de Jamar, des centaines d'images collectées et sauvegardées durant des années, toutes récupérées sur les réseaux sociaux. Il a aussi parlé du journal intime où Lily notait minutieusement tout ce que faisait Jamar, avec des entrées écrites comme s'ils étaient en couple, et cela même lorsqu'elle était toujours mariée à Bradley. Le juge écoutait attentivement, posant à Bradley des questions précises sur les dates et les événements, et j'ai vu peu à peu l'avocate de Lily réaliser que leur version de la victime ne tenait plus vraiment la route. Bradley est resté calme, expliquant que l'obsession de Lily pour Jamar avait été la principale raison de leur séparation, qu'il avait tenté de la convaincre de se faire aider, mais qu'elle refusait d'admettre la gravité de son comportement. Quand Bradley a présenté au juge les derniers messages envoyés par Lily, ainsi que le faux compte créé pour contourner l'ordonnance provisoire, j'ai vu le visage du juge se durcir aussitôt. Il s'est tourné vers Lily et lui a demandé sans détour pourquoi elle avait de nouveau tenté de contacter Jamar malgré l'interdiction. Lily a fondu en sanglots, balbutiant qu'elle voulait juste une explication et qu'elle ne pensait pas qu'un simple message pouvait vraiment poser problème. Le juge n'a pas hésité longtemps avant de prononcer une ordonnance d'éloignement de 3 ans. Il a expliqué à Lily que son attitude traduisait une véritable obsession qu'il fallait prendre au sérieux et que des mesures strictes allaient en s'appliquer. Il lui a interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de nous, de notre domicile ou du travail de Jamar, sans la moindre possibilité de contact, que ce soit directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit. Lily pleurait de plus belle, suppliant le juge qu'il ne comprenait rien, affirmant que son lien avec Jamar était unique et remontait à des années, que j'avais monté tout le monde contre elle en mentant sur ses intentions. Le juge a pris un ton grave pour la prévenir. Au moindre écart, ce serait l'arrestation immédiate et des poursuites pénales, ajoutant que le comportement qu'elle venait d'avoir en audience ne faisait que justifier la sévérité de la décision. Son avocate a dû l'accompagner hors de la salle pendant que Lily, en larmes, ne cessait de se retourner vers Jamar. Une fois sortie dans la lumière crue de l'après-midi, j'ai ressenti un soulagement à l'idée d'être enfin protégée, mais je n'ai pas éprouvé de triomphe. Je savais très bien qu'une simple ordonnance ne suffirait pas à soigner l'obsession de Lily pour mon mari. Sur le chemin du parking, Jamar m'a serré la main avec force et m'a dit « Je suis désolée pour tout. Désolée de ne pas avoir compris plus tôt, de t'avoir imposé cette peur, ces doutes, et d'avoir laissé quelqu'un d'aussi dangereux s'immiscer dans nos vies aussi longtemps. » J'ai senti qu'il était sincère, même si je savais au fond que toutes les excuses du monde n'effaceraient ni les mois de manipulation, ni les blessures endurées. Les semaines qui ont suivi l'audience ont eu le goût d'une nouvelle vie dans la même maison, sans que rien n'ait vraiment changé autour de nous. Dès le lendemain, Jamar a contacté une entreprise de sécurité et 2 techniciens sont venus installer des caméras tout autour de la maison, à la porte, à l'arrière, le long de l'allée, à tous les endroits où quelqu'un aurait pu s'approcher sans être vu. Ce premier soir, je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier les écrans sur mon téléphone toutes les 20 minutes, jusqu'à ce que Jamar me prenne doucement l'appareil des mains en me soufflant. Le surveiller sans arrêt ne nous protégera pas plus, ça ne fera qu'augmenter notre angoisse. Petit à petit, nous avons commencé une thérapie chaque jeudi soir avec Sienna, assise sur son grand canapé qui rendait les discussions difficiles un peu moins insupportables. Jomar a pris l'habitude de tout me dire, sans même que je le lui demande. Il m'envoyait un message en quittant le travail, m'appelait s'il avait le moindre retard, me montrait son téléphone à chaque notification, même s'il n'y était pas obligé. Certains jours, cette transparence me pesait, car elle me rappelait pourquoi nous en étions arrivés là. D'autres fois, j'en étais reconnaissante, car je voyais combien il se donnait du mal pour réparer ce qui avait été brisé. Nathalie m'appelait tous les 2 ou 3 jours, juste pour prendre de mes nouvelles, parfois pour bavarder de choses banales entre sœurs, parfois pour me laisser exprimer la colère que je ressentais encore, même si Jomar n'avait plus rien à se reprocher. Elle me répétait que la guérison n'était jamais linéaire, qu'il y aurait des jours où j'irais bien, et d'autres où j'aurais juste envie de tout envoyer valser, et que tout cela était parfaitement normal, après ce que j'avais traversé. Avec Caroline,
On se retrouvait 2 fois par semaine pour un café. Elle m'écoutait patiemment démêler ce mélange étrange de rancœur envers Jomar et d'amour, puisqu'il n'avait pas su protéger notre couple plus tôt. Jamais elle ne me disait quoi faire. Sa seule présence dans ce chaos valait bien plus que tous les conseils du monde. Lors d'une séance, Sienna nous a proposé un exercice. Exprimer nos ressentis difficiles sans se défendre, ni se fermer. Jomar a commencé, avouant qu'il ressentait une énorme pression à être irréprochable dans notre couple, comme si chaque erreur, chaque mauvaise humeur, démontrait qu'il n'était pas à la hauteur. C'est pour cela que l'admiration sans faille de Lily lui semblait plus facile à gérer que ses propres insécurités avec moi. J'ai écouté sans l'interrompre, comme Sienna nous y avait invités, même si une partie de moi bouillonnait, voulant lui rappeler que ses malaises n'excusaient pas le fait qu'il ait confié ses faiblesses à une personne aussi obsessionnelle. Lorsque vint mon tour, j'ai expliqué à Jomar que j'avais tendance à me refermer lors des disputes, à éviter l'affrontement, par peur du conflit, et que cette distance avait laissé à Lily la place pour s'immiscer en soutien émotionnel. Sienna acquiesça en nous rappelant que cette franchise était essentielle, même si elle faisait mal, que nous avions laissé tous les deux des failles sur lesquelles Lily s'était engouffrée. Son comportement n'en devenait pas excusable, mais ce travail nous permettait de mieux comprendre comment avancer autrement, sur des bases plus saines. Ce travail sur nous était lourd, semaine après semaine à décortiquer notre mariage et nos blessures. Mais petit à petit, je voyais s'installer de nouveaux réflexes, une autre façon d'échanger à la maison. 3 mois après l'ordonnance, Diego, un ami de Jomar, l'a appelé, visiblement gêné, pour lui dire que Lily avait tenté de le contacter et qu'elle lui avait demandé de transmettre un message. Diego a expliqué à Jomar qu'il avait refusé et qu'il avait même choisi de couper tout lien avec Lily après avoir compris l'ampleur de son harcèlement et de son obsession. Sans tarder, Jomar a appelé Brady pour l'informer de cette tentative de contact. Brady a aussitôt consigné ce nouvel écart dans le dossier comme une violation supplémentaire de l'ordonnance, puisqu'il s'agissait d'un contact indirect par une tierce personne. La police a alors averti Lily qu'une récidive lui vaudrait une arrestation, et Brady nous a précisé que cette infraction renforçait notre dossier en démontrant son incapacité à respecter une décision de justice, même sous la menace de sanctions. De son côté, l'ami de Dylan, expert en sécurité, nous a rappelé de rester sur nos gardes. Selon lui, les harceleurs obsessionnels ne lâchent presque jamais complètement prise. Ils sont seulement plus discrets et attendent la moindre faille. Notre 8e anniversaire est tombé sur un mardi banal. Contrairement à l'an passé où nous avions organisé une fête, Jomar et moi avons préféré jouer la simplicité, commander un dîner dans notre resto préféré et partager un bon plat de pâtes, tous les deux blottis sur le canapé, à discuter de tout ce qui avait changé depuis l'année précédente, celle où Lily m'avait prise à part et déclenché toute cette histoire. Après le repas, Jomar m'a offert une enveloppe contenant une lettre rédigée en thérapie où il renouvelait son engagement envers notre couple et exprimait sa prise de conscience. Il avait compris à quel point il m'avait trahi, n'ayant pas réalisé plus tôt la manipulation de Lily. J'ai fondu en larmes en lisant ces mots, surtout en voyant qu'il assumait réellement sa part de responsabilité sans tenter de se justifier, qu'il avait compris que ses actes m'avaient blessé quelles qu'aient été ses intentions, et qu'il s'engageait à faire mieux, jour après jour, même quand ce n'est pas simple. Après tout ce que nous avions traversé, nous n'étions plus les mêmes, et honnêtement, l'ancienne version de notre couple ne reviendrait jamais. Tout reposait sur des bases fragiles, avec des limites floues du côté de Jomar et beaucoup de non-dits du mien pour éviter les discussions embarrassantes. Désormais, nous essayons de construire autre chose, sur des bases plus vraies, en parlant franchement au lieu de tout imaginer ou interpréter, et parfois, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait sortir plus fort de cette épreuve. J'ai aussi commencé une thérapie seule avec une spécialiste, le Dr Beck, qui s'occupe des questions de confiance en soi et des traumatismes relationnels. Grâce à elle, j'ai peu à peu accepté que la trahison de Jomar, même sans infidélité physique, était réelle, et que son manque de limites, tout comme son implication émotionnelle avec Lily, avait fait des dégâts que j'avais tout à fait le droit de pleurer. Elle m'a aidé à comprendre que rien ne m'obligeait à pardonner vite ou à faire semblant que tout allait bien simplement parce que Jomar faisait des efforts. La guérison prend le temps qu'elle doit prendre, sans calendrier imposé. Un soir, alors que Jomar est rentré du travail avec un enthousiasme que je ne lui connaissais pas, il m'a annoncé que son patron lui proposait une promotion pour devenir responsable principal. Au lieu de célébrer d'abord avec ses collègues ou d'attendre avant de me le dire, il est rentré directement pour partager la nouvelle avec moi et m'a proposé qu'on aille dîner ensemble pour fêter ça. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis surprise à sourire sincèrement. Non pas tant à cause de la promotion, mais parce qu'il avait choisi de me mettre tout de suite dans la confidence, au lieu de compartimenter entre son boulot et moi, comme il l'aurait fait avant. Ces petits gestes me prouvaient qu'il voulait sincèrement changer. Et moi, j'apprenais peu à peu à reconnaître ses efforts, tout en continuant à guérir mes propres blessures. 6 mois après que l'ordonnance d'éloignement soit devenue définitive, Jomar et moi avons pris la route vers le nord pour passer un week-end au bord d'un lac.
loin de la maison, de cet endroit où Lily avait pris trop de place, où elle s'était installée sur notre canapé, avait cuisiné dans notre cuisine et tenté de voler mon mari. Le chalet où nous logions avait 2 chambres et une terrasse surplombant l'eau. Nous avons passé la première soirée à l'extérieur, à regarder le coucher de soleil, presque sans échanger un mot. Le lendemain matin, Jomar a préparé le café et, assis à la table en bois, nous avons discuté de l'idée de vendre la maison pour repartir chez nous, ailleurs, dans un quartier nouveau. Il pensait qu'un vrai nouveau départ pourrait nous aider à tourner la page sur ses souvenirs douloureux, et j'ai bien dû admettre que repasser devant le salon où il était assis avec Lily me serrait encore la gorge. On a commencé à chercher des annonces sur mon téléphone, en imaginant ce que l'on voudrait dans notre prochain chez nous. Un jardin digne de ce nom, un vrai bureau pour chacun, pour que nous ayons enfin nos propres espaces. L'après-midi, on s'est baladé autour du lac main dans la main. Jomar en a profité pour me dire combien il admirait la force dont j'avais fait preuve dans cette tempête. Et il s'est excusé une nouvelle fois de ne pas m'avoir mieux protégée. Je lui ai confié que j'apprenais à lui pardonner, même si ce n'est pas tous les jours facile, et que je croyais en notre capacité à construire une relation plus solide, maintenant que nous avions compris, enfin, la valeur de réelles limites. Je sais qu'il n'est pas impossible que l'obsession de Lily refasse surface, parce que des gens comme elle ne changent pas du jour au lendemain. Je n'oublie pas non plus que l'ambiguïté de la relation de Jomar avec elle, et le fait qu'il lui ait confié des choses plutôt qu'à moi, ont laissé des traces qui demanderont du temps à s'effacer. Mais on continue la thérapie chacun de notre côté chaque semaine, on essaye d'être honnête, même si c'est inconfortable, et on pose brique après brique un mariage dans lequel plus personne ne pourra s'immiscer. Il y a des jours où je me sens vraiment heureuse avec lui, d'autres où la colère remonte à la surface parce que je repense à tout ce qui s'est passé, mais au final je fais le choix de rester, de travailler sur nous, parce que, j'y crois, on peut y arriver.